qu'est-ce qu'une fonction cognitive? Depuis la jonction entre la psychologie cognitive et les neurosciences, au travers de la neuropsychologie, on sait qu'une fonction est la propriété d'une structure mentale, c'est-à-dire que finalement, vous n'avez pas de possibilité d'avoir une fonction cognitive si vous n'avez pas une structure sous-jacente. Une fonction, ça n'existe pas comme ça en l'air. Il faut donc une structure. Et en l'occurrence, ici, donc, la fonction cognitive, dans les conceptions actuelles, est une propriété d'un réseau neuronal d'où elle émerge. Donc, on peut parler de fonctions cognitives distinctes quand on a la possibilité de mettre en évidence un réseau neuronal sous-jacent qui la supporte, dont elle est la propriété. Alors, ce n'est pas tout à fait une fonction cognitive, un réseau neuronal, on ne va pas ressombrer dans une nouvelle néolocalisation, c'est plutôt une fonction cognitive, un réseau neuronal distribué en grande échelle, en connexion avec d'autres réseaux neuronaux. C'est un petit peu comme ça qu'il faut voir les choses. Donc, elle émerge du fonctionnement du réseau neuronal structurel, dont elle constitue une propriété. C'est de l'expression d'un certain nombre de fonctions cognitives regroupées qu'émergent à leur tour des comportements au sein d'un environnement donné. Autrement dit, il ne faut pas confondre comportement et cognition. On a différents niveaux. Et ensuite, il est bien clair que ces niveaux d'émergence interagissent directement entre eux. Alors, on reprend de Morton et Fried quelque chose qui est dans l'imagerie intéressante. On a trois niveaux. Vous voyez que nous avons les réseaux neuronaux distribués à grande échelle, donc on ne parle plus d'aire cérébrale, on parle de réseaux neuronaux. Ces réseaux neuronaux, qui sont les structures fonctionnellement pertinentes dans l'encéphale, permettent l'émergence des fonctions cognitives. Ces fonctions, par exemple, nous avons un réseau neuronal de l'attention sélective qui va permettre le processus même, la fonction cognitive de l'attention sélective. Et du regroupement d'un certain nombre de fonctions cognitives émergent les comportements. Donc, trois niveaux, cerveau, cognition, comportement. Et bien des controverses inutiles viennent de la confusion entre ces trois niveaux. Et bien entendu, vous pouvez remarquer que ces trois niveaux sont en interaction permanente avec l'environnement. Okay, on ne parle plus d'inné, on ne parle plus d'acquis, on parle d'épigénèse neurodéveloppementale. Les fonctions cognitives, elles sont au nombre, au départ, donc bien que ça passe sur la fin, on a la cognition sociale, après on a le langage oral et le langage écrit, le nombre, le geste, les mémoires, les fonctions attentionnelles, les fonctions exécutives. Donc le cerveau, vous le savez sans doute depuis longtemps, il est composé de multiples structures en interaction les unes avec les autres, 100 milliards de cellules, neurones et cellules gliales. Et cette architecture est le résultat de la confrontation d'un programme inné et d'un environnement. Quand on dit inné, c'est-à-dire piloté génétiquement, et dès le développement finalement in utero, il y a déjà cette épigénèse, c'est-à-dire cette interaction entre l'expression génétique et l'environnement. Donc ça, c'est une notion fondamentale. Donc c'est une confrontation permanente. Et cette confrontation, elle est permise grâce à une propriété neurobiologique assez extraordinaire qu'a le cerveau du mammifère, qui est la plasticité cérébrale. Donc c'est l'expression des possibilités de modification de l'organisation neuroanatomique et fonctionnelle en fonction des interactions avec l'environnement. Notez bien que cette modification, grâce à la plasticité cérébrale, joue aussi bien au niveau fonctionnel, ce qu'on savait depuis longtemps, mais elle joue aussi au niveau structural, ce qui est majeur pour la possibilité d'intervenir en remédiation cognitive. Des rappels un petit peu pour situer les choses. Les réseaux neuronaux, ils sont composés bien sûr de neurones et de cellules gliales qui communiquent entre eux par leurs axones et les synapses. Les synapses étant, je n'ai pas la souris, vous voyez le petit encadré. C'est une synapse, il y a un bouton présynaptique, la synapse et puis le bouton post-synaptique. Donc ces réseaux neuronaux forment des modules. Ces modules sont des sous-ensembles anatomo-fonctionnels au sein desquels les neurones sont plus fortement liés entre eux qu'avec les autres neurones.
Donc vous voyez que le bleu là-bas du côté occipital, on va dire que c'est un réseau occipital, temporal, en bas là, et puis pariétal, ici quand même, voilà. Hein. Après ici vous avez donc un orbitofrontal, enfin vous avez donc des réseaux neuronaux et vous pouvez constater que finalement c'est très fortement tout ça en interaction. Donc les réseaux neuronaux, il faut voir qu'ils constituent les masses lobaires. D'accord? Donc on a le frontal, le temporal, le pariétal, l'occipital et le cérébelleux. Et on a présenté un petit peu plus le système limbique qui est très impliqué, comme vous le verrez, dans les processus de mémoire et donc d'apprentissage avec donc l'hippocampe. Vous aurez tout ça pour le situer. Les réseaux neuronaux, c'est donc la base anatomique et fonctionnelle qui supporte les fonctions cognitives. On a déjà pris l'exemple du réseau neuronal distribué à grande échelle de l'attention. Hein, donc ici, on a pris la concentration. Et donc, vous avez vu tout à l'heure la structure modulaire. Hein, et on a déjà avancé l'idée que les fonctions cognitives reposent, par conséquent, sur la coordination d'une mosaïque d'assemblées neuronales distribuées sur l'ensemble du cerveau et connectées fonctionnellement entre elles. La métaphore la plus pertinente pour rendre compte de relation cerveau-pensée, comme on dit, c'est celle d'Internet et non plus celle d'un ordinateur. Le cerveau n'est pas un ordinateur, par contre il fonctionne comme Internet. Il y a des localisations qui sont très fortement connectées entre elles dans la connectivité locale. Vous avez des interactions, des communications longue distance, et puis tout ça, ça donne la connectivité petit monde. Le mot est en anglo-saxon de la Spence qui travaille beaucoup, enfin, il y a aussi des Français qui travaillent sur ces données-là, sur les réseaux neuronaux, et pas seulement l'intelligence artificielle. Et donc vous voyez que c'est cette métaphore finalement d'Internet qui rend le mieux compte de la structure et des architectures fonctionnelles. Deux types de connectivité qu'il est important de bien repérer. On a une connectivité anatomique et une connectivité fonctionnelle. Et la superposition donne la connectivité anatomo-fonctionnelle qu'on pense à appeler d'une belle expression le connectome. C'est-à-dire qu'actuellement, la plupart des chercheurs en neurosciences cognitives travaillent sur ce connectome. Comment ça fonctionne? On n'a pas établi, bien entendu, la carte. Hein. Donc, on avait pris une métaphore, si vous voulez, plus simplement. Il y a comme des voies ferrées et des gares de triage qui ont été prévues génétiquement. Et puis après, donc, vous avez les trains qui roulent dessus, hein, le potentiel d'action. Et puis, ça va sélectionner par interaction avec l'environnement, c'est-à-dire quand c'est utilisé ou pas utilisé. Et vous allez avoir le réseau ferré fonctionnel au final. Mais ce qu'il faut bien voir, c'est que ce réseau ferré fonctionnel, avec les voies secondaires, les voies principales, des voies non utilisées, il va être constamment modifié et modifiable. Hein, et donc il évolue tout au long de l'existence. Donc voilà des exemples. En bleu, vous avez la connectivité anatomique, structurelle. En rouge, vous avez la connectivité fonctionnelle. Et puis donc mêlant les deux, dans une tâche donnée, vous avez la connectivité anatomo-fonctionnelle. Ce qu'il faut bien retenir, c'est que cette connectivité anatomo-fonctionnelle, elle a certes ses grands principes pour telle ou telle fonction cognitive, mais le cerveau est capable de les recruter, chercher un réseau neuronal bien particulier parce que la tâche l'exige. Hein. Donc tout ça, c'est très dépendant de l'activité cognitive en jeu. La plasticité cérébrale, donc si on a un schéma de connexion neuronale qui est donné à la naissance, eh bien l'environnement va aller sélectionner, comme on l'a vu, hein, via les phénomènes de plasticité neuronale. Donc c'est un mécanisme clé qui est au niveau de la synapse, qui est au niveau du corps cellulaire, qui est au niveau des axones et des dendrites, et qui est au niveau donc, du réseau neuronal, donc à tous les niveaux d'architecture, hein, et bien entendu donc des réseaux neuronaux. Donc mécanisme clé. Le cerveau est enfin capable de neurogénèse. Vous savez qu'on sait depuis peu que le fameux dogme de Ramon y Cajal de 1900, on est avec un stock de neurones qui est déterminé et puis on ne fait qu'en perdre jusqu'au grand âge. C'est faux, puisqu'il y a des chercheurs qui ont dit je ne vois pas pourquoi on ne s'attaquerait pas au dogme, et c'est ça la vraie science, c'est s'attaquer au dogme. Eh bien voilà, on a Erickson parmi d'autres
a montré, au départ chez des grands singes anthropoïdes, puis après chez l'être humain, que finalement il y avait des cellules neuronales qui étaient comme de base et qui permettaient donc de se diviser. On avait donc une division cellulaire qui donnait naissance à de nouveaux neurones, si je puis dire, hein, très, très simplement. Et cette neurogénèse a été mise en évidence comme par hasard dans l'hippocampe, la structure clé de l'apprentissage, dans des structures de mémorisation, enfin, etc. Hein. Donc nous avons une neurogénèse post-natale, si je puis dire, qui s'ajoute au mécanisme de plasticité cérébrale. Donc, la construction résulte de l'interaction, le programme génétique et l'environnement, action combinée de la carte d'identité des gènes exprimée par chaque neurone et de l'environnement. Et ce qui est important, c'est que tout ça se poursuit tout au long de la vie, enfance, adolescence et âge adulte. Donc, puisqu'on aborde les aspects développementaux, enfance, adolescence, âge adulte et vieillesse, il faut voir qu'un certain nombre de chercheurs ont bien montré que cette fameuse métaphore Internet est bel et bien réelle. C'est-à-dire que lorsque l'enfant naît, il y a des réseaux neuronaux qui expriment le regroupement plus fort d'un certain nombre de neurones entre eux, une connectivité locale relativement importante. Il y a quelques centres comme ça, on va dire. Et puis après, la connectivité entre ces centres vers des plus longues distances se met en place. Et on passe donc d'une connectivité locale à une connectivité longue distance, et pour aboutir à la fameuse connectivité donc, appelée connectome, impliquée par des tâches bien précises. Et donc c'est bien au cours du développement comment ça se passe. On a pu même montrer que finalement il y avait une relation entre une meilleure connectivité longue distance et le niveau intellectuel. C'est-à-dire que les personnes qui ont une très bonne communication interhémisphérique, qui font travailler même les deux hémisphères dans plusieurs tâches simultanément, avec toutes ces connectivités avant-arrière, enfin imaginez tout ce que vous voulez, cortical, sous-cortical, meilleure est la connectivité longue distance, et puis plus les capacités cognitives des individus sont élevées. Donc densification de la connectivité et modification de la connectivité interrégionale. Je vais donc passer la parole à Michel, qui va vous traiter donc de comment on fait pour interroger ces bébés. Ça, c'est une question très importante à deux niveaux. D'abord, de savoir comment on sait ce qu'on sait sur les bébés. Et puis, je trouve que ça répond aussi à une autre question qu'on entend souvent, c'est dire les 10, c'est la mode. Alors, c'est pas la mode, c'est simplement que jusque-là, on savait pas grand-chose sur les bébés. Jusque-là, je veux dire, jusque dans les années 60, 80, 90, on ne savait pas trop bien comment se développait le cerveau du bébé. Et on a appris beaucoup de choses. Hein, ça, c'est les progrès des neurosciences dans les années 60, 80, 90. Et en particulier, ces progrès nous ont permis d'interroger les bébés, donc de savoir quelles étaient leurs compétences à l'arrivée, hein, dès qu'ils pointent leur petit nez dehors. L'idée étant que ces compétences qu'on a appelées des compétences précoces étaient des compétences préprogrammées, c'est-à-dire des compétences innées, on va dire génétiquement déterminées. Alors, comment on a fait? On a réussi à utiliser deux choses que les bébés savent faire très bien dès la naissance, téter et regarder. Voir, pas tellement, hein, parce qu'ils n'ont pas une très bonne vision, mais regarder, c'est-à-dire orienter leur regard quand ils sont à bonne distance, ça, ils savent faire très bien, aussi bien que téter. Donc, grâce à, j'allais dire, tout un matériel, en fait, informatique, qu'on a pu mettre derrière les tétines, hein, on a utilisé ce qu'on a appelé la succion non nutritive, c'est-à-dire le fait que les bébés tètent en dehors du moment où ils ont faim. Évidemment, s'ils ont faim, ça n'a pas une signification extraordinaire, sinon qu'ils ont faim et qu'ils veulent vider leur biberon. Mais les bébés tètent aussi quand ils ne dorment pas, qu'ils sont intéressés par quelque chose, que quelque chose est pour eux nouveau ou étrange. Alors, ça c'est finalement assez simple. On sait, je vais vous montrer au moins deux exemples, vous inquiétez pas, que les bébés sont intéressés, ils sont programmés, entre guillemets, pour être intéressés par tout ce qui est nouveau. Évidemment, quand le bébé il arrive, beaucoup de choses sont nouvelles de son point de vue, hein, à peu près tout, il faut bien dire la vérité, ça tombe bien. Et donc, on utilise cela. Comment on va faire? Eh bien, on va leur présenter un stimulus, à peu près n'importe quoi, qui va être nouveau pour lui, parce qu'à peu près n'importe quoi est nouveau pour le bébé, et on va l'y habituer. Donc au début c'est nouveau, le bébé par exemple il regarde beaucoup, il tète beaucoup, et on l'y habitue, c'est-à-dire qu'on lui présente plusieurs fois le même stimulus,
Évidemment, quand il est habitué, ce n'est plus nouveau, et donc il tète moins, ou il regarde moins, ou il regarde plus. Et donc c'est ce qu'on appelle la phase d'habituation. On attend d'avoir habitué le bébé à tel ou tel stimulus, ça dépend de la question qu'on veut lui poser, vous allez voir. Et dans un deuxième temps, on lui pose la question qui nous intéresse, et si, en général, c'est est-ce que tel stimulus, tu le distingues d'un autre? Est-ce que ces deux stimulus-là, tu les trouves qui sont très proches en général, soit visuellement, soit auditivement? Est-ce que le bébé, dès qu'il arrive, il sait les distinguer ou pas? Lesquels il préfère? Est-ce qu'il est programmé pour préférer certains types de stimulus ou pour analyser mieux certains types de stimulus? Et évidemment, s'il distingue ce stimulus du premier auquel il a été habitué, il va trouver que c'est nouveau et va se remettre soit à regarder, soit à téter. S'il trouve que c'est la même chose, parce qu'il ne le distingue pas de celui d'avant, évidemment, il ne va pas se remettre ni à téter ni à regarder. Donc, vous voyez, par exemple, à quoi ça sert ces stimulus-là, ce type de paradigme, ce type d'expérience. Eh bien, par exemple, on a vu que les bébés, ils préfèrent regarder des visages que des trucs, vous voyez, qui sont à côté, qui ressemblent à des visages. Il y a exactement la même quantité d'informations visuelles, mais c'est pas organisé comme un visage. C'est pas organisé comme s'il y avait deux yeux, un nez, une bouche. Vous voyez l'idée? Qu'est-ce qu'on sait aussi? Qu'ils sont capables de discriminer, c'est-à-dire de distinguer des visages, des odeurs, des sons qui apparaissent très proches, mais que les bébés distinguent dès leur arrivée. On sait que les bébés regardent plus ce qui est structuré que ce qui ne l'est pas, ce qui est nouveau que ce qui ne l'est pas, et donc, ça c'est, ils regardent plus ou ils têtent plus dans ce type de circonstances. Ça c'est pour bilanter comme ça, tester même des petits prémas, dès qu'ils arrivent, on les embête pas du tout. Là, vous voyez, c'est un tout petit, il est dans sa petite couveuse, mais on lui a mis une petite tétine, et vous voyez bien sûr que cette tétine, elle est reliée à tout un matériel. Vous voyez aussi qu'on peut, quand ils sont un tout petit peu plus grands, faire différemment. On les assoit sur les genoux de leur maman, et là, ce qu'on regarde, c'est l'orientation de leur tête, c'est surtout quand c'est des bruits ou des sons ou des mots qu'on veut leur faire entendre. Alors l'intérêt de toutes ces stratégies, c'est qu'elles ne sont pas agressives, elles ne sont pas invasives. Le bébé, il est tout à fait libre de ses mouvements, il fait tout comme d'habitude. Et donc on a pu comme ça tester des milliers de bébés sans les mamans accepter facilement la maternité, puisque on n'embêtait pas le bébé en fait. Il n'y avait pas besoin de mettre des électrodes, des machins, des trucs, etc. Alors un exemple. Eh bien, un exemple d'une question qu'on peut poser à un bébé. La question est, est-ce que les bébés distinguent des sons qui se ressemblent beaucoup? Vous savez, par exemple, qu'en français, pas et bas, c'est pas les mêmes sons. C'est ce qui fait la différence entre quand je dis pain ou bain. C'est quand même pas le même mot. Vous savez qu'il y a des langues où ces deux sons sont les mêmes. Ils ne sont pas distingués. Comme par exemple, je sais pas, en français, on distingue le re et le le, et puis pas en japonais. C'est le même son. Bon. Donc on se demande à partir de quand et comment les bébés apprennent à distinguer les sons de leur langue maternelle. Donc on peut entendre un petit bébé qui vient d'arriver, tout petit. On lui fait entendre ici, vous le voyez, là c'est le nombre de suctions par minute. Donc on lui fait entendre ba, 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 ba. Il est tout content, c'est tout nouveau pour lui. Bien sûr, il entendait in utero, mais vous savez qu'in utero, les bébés, quand même, ils ont beaucoup d'eau dans les oreilles. Il y a le placenta, les muscles du ventre. Donc, et puis c'est rare que les mamans fassent ba, ba. Vous voyez, c'est exceptionnel tout de même. Donc, c'est nouveau, ça l'intéresse, et le voilà qui tète et qui tétouille et qui tétouille et qui tétouille. Mais alors, au bout d'un certain nombre de fois, c'est plus du tout nouveau pour lui, et on voit que l'enfant, le nombre de suctions baisse, ça ne l'intéresse plus. Et dans les bas, on introduit un pas. Si l'enfant ne fait pas la différence, ça l'intéresse pas. S'il fait la différence, il va se remettre à téter avec beaucoup d'intérêt, et c'est ce qui se passe. Alors, vous pensez bien que, bien sûr, on fait deux types de contrôle à ce type de travail. Ça, c'est toujours, tous nos tests sont fondés sur ce paradigme. Là, par exemple, on change ce qu'on appelle la valeur acoustique. Par exemple, au lieu de dire ba, je vais dire ba en ouvrant le A ou en fermant le A.
ben, les bébés s'en fichent complètement. Mais alors complètement, pour eux c'est toujours bas. Vous voyez, ils ne reprennent pas le rythme de succion. Évidemment, je fais aussi une condition contrôle où je ne change rien. Je dis bah pendant longtemps, plus je le dis, moins l'enfant s'intéresse. Donc on peut ainsi poser des tonnes de questions, aussi bien visuelles que auditives, et c'est comme ça qu'on a appris de quoi disposaient les bébés à l'arrivée. Eh bien effectivement, c'est ce que vous a dit Pierre, les bébés disposent de boîte à outils spécialisée, on a appelé ça comme ça, c'est-à-dire de réseaux de neurones virtuellement dédiés spécialement, spécifiquement, électivement à telle ou telle fonction intellectuelle. Le langage, la mémoire, le spatial, le ceci, le cela. J'ai dit virtuellement. Ils arrivent avec ce patrimoine génétique, on a appelé ça des boîtes à outils spécialisées. Et bien sûr, c'est aussi ce que vous a dit Pierre, je le redis d'une autre façon, ils arrivent aussi, comme les bébés, vous le savez, sont très immatures par rapport à beaucoup d'autres petits primates, avec une capacité d'apprentissage très important, qui repose sur la plasticité cérébrale dont Pierre vient de vous parler, et au fur et à mesure qu'ils vont être confrontés à leur environnement avec leur petite boîte à outils, ils vont apprendre des choses, analyser cet environnement, le décoder, en apprendre des choses, et ces apprentissages vont eux-mêmes modifier les réseaux de neurones initiaux, les reconfigurer. C'est ce que Stanislas Dehaene a appelé le recyclage neuronal. C'est la plasticité, c'est le fait que sous l'influence des interactions avec l'environnement, on modifie ses propres réseaux de neurones. C'est aussi l'apprentissage, c'est les mécanismes fondamentaux de l'apprentissage. Donc les boîtes à outils initiales qui sont préprogrammées, leur rôle essentiel, c'est de permettre à l'enfant d'avoir des interactions adaptées avec son environnement linguistique, son environnement physique, son environnement psychosocial et affectif, etc. Et donc, d'avoir des interactions qui lui permettront d'enrichir et de modifier les réseaux de neurones en question sous l'effet des apprentissages. Donc tout n'est pas inné, tout n'est pas acquis. C'est exactement ce que vient de vous dire Pierre. Un grand nombre d'aptitudes humaines résultent bien sûr d'apprentissage et sont évidemment des aptitudes acquises dans les interactions, mais ces apprentissages ne seraient pas possibles sans un outillage mental de base, ce que je viens d'appeler les boîtes à outils spécialisées. Donc, il faut aussi considérer deux façons de se développer pour le bébé. D'une part, ces compétences précoces qui initient des interactions adaptées avec l'environnement, et d'autre part, la capacité pour les enfants et pour les bébés, et pour tous les humains, d'acquérir des choses pour lesquelles nous ne sommes pas équipés de boîtes à outils génétiquement prévues telles que. On fait des tas de trucs que l'évolution n'avait pas prévu qu'on allait faire. Je ne sais pas, conduire une voiture, double-cliquer, écrire, dire 6 x 3, 18, faire des équations du second degré, enfin je ne sais pas ce que vous faites tous les uns et les autres, mais ça n'avait pas été prévu par l'évolution et on est quand même capable de l'apprendre. C'est ce que Stanislas Dehaene a appelé faire du neuf avec du vieux, ou bien, j'aime beaucoup cette phrase, notre cerveau n'est pas initialement, par exemple, prévu pour lire. Mais ça, c'est ce que dit Stanislas Dehaene, mais on pourrait dire aussi, il n'a pas été prévu pour double-cliquer, ou pour faire un nœud de cravate, ou pour tricoter, ou pour faire des équations du deuxième degré. Mais notre cerveau peut s'y convertir. C'est plus compliqué, vous allez voir. Il s'y convertit tant bien que mal. Ça demande des enseignements. Et ces enseignements, ce travail qui va permettre ce recyclage neuronal, c'est celui qui va être organisé dans notre culture à un moment donné de l'évolution de notre société et en particulier à l'école. Donc deux modalités de développement pour les bébés, pour les enfants, même peut-être encore pour nous, des aptitudes sélectionnées par l'évolution qui donnent lieu à ce qu'on appelle un apprentissage implicite, c'est-à-dire spontané, comme disent les petits, ça le fait. Il n'y a pas besoin de choses spéciales, c'est comme ça. En particulier le mode de locomotion, on se met à quatre pattes, on se met debout, on saute, on court, on attrape des ballons au vol. Les bébés apprennent à parler sans qu'on leur donne de leçons de langage ou de leçons de marche ou de leçons, je ne sais pas moi,
de coordination oculomotrice. Et il y a aussi des aptitudes donc, qui sont entièrement apprises et enseignées dans un milieu donné. Par exemple, s'habiller, se coiffer, se laver, utiliser des outils, lire, écrire, compter, tout ce qu'on apprend à l'école. On n'a pas la boîte à outils telle qu'à la naissance, mais on peut le faire. Et là, vous voyez donc que ça s'oppose, le type d'apprentissage, c'est des apprentissages explicites. Là, ces aptitudes-là vont demander du travail. Il va falloir qu'il y ait des démonstrations, qu'il y ait des explications, qu'il y ait des entraînements, qu'il y ait des répétitions, qu'il y ait des révisions. Ça ne va pas être tout à fait les mêmes mécanismes d'acquisition de ces différentes fonctions. Dans le premier cas, les aptitudes sélectionnées par l'évolution, ces aptitudes apparaissent à peu près aux mêmes périodes, dans les mêmes fourchettes chronologiques, partout et tout le temps chez les bébés. Ça nous sert même de repère pour suivre l'évolution de l'enfant. Et au contraire, dans les aptitudes liées aux aspects culturels, eh bien ça dépend du lieu et de l'époque. On ne sait pas faire les mêmes choses. Vous voyez, il y a un siècle, il y avait très peu de gens qui savaient lire et personne ne savait conduire une voiture, bien évidemment, ni double-cliquer, ni faire un cliquer-glisser, évidemment. Peut-être qu'il y a un siècle, les gens savaient, je ne sais pas moi, faucher ou se servir d'un fléau, et peut-être qu'actuellement, il y a très peu de gens dans cette salle qui savent faire ça. Donc ça, c'est vraiment dépendant de l'ici et du maintenant, et surtout, c'est dépendant d'une transmission intentionnelle via un enseignement des familles en direction des enfants, de l'école en direction des enfants, des experts en direction des novices. Donc on distingue les acquisitions qui se produisent entre guillemets spontanément, ça veut dire de façon implicite et systématiquement avec le temps et l'exposition à la langue. On parle de pan-langage, l'enfant il est exposé à une langue donnée, et il va apprendre cette langue, et là je l'ai illustré aussi par des aspects plus moteurs. Et puis, il faut les distinguer des apprentissages qui nécessitent un enseignement spécialement dirigé vers les enfants ou les novices. Et sans cet enseignement, cette aptitude, cette acquisition, cette compétence ne se manifesterait pas. Si on ne vous apprend pas à lire, vous n'apprenez pas à lire. Si on ne vous apprend pas à faire de la dentelle au fuseau, vous ne savez pas faire de la dentelle au fuseau. Bien sûr, là, on vise beaucoup les activités scolaires, pas que, mais essentiellement, d'où l'illustration ici. Donc la cognition sociale, c'est un autre aspect, le troisième de notre introduction. Vous voyez qu'on vous a parlé de l'organe cerveau, de comment on sait comment ça marche chez le bébé et pourquoi il y a eu toutes ces nouvelles connaissances récentes sous l'effet des progrès des neurosciences. Et maintenant, une troisième racine en fait de cette journée, et je repasse la parole à Pierre, c'est la cognition sociale qui est une des racines de toutes les autres fonctions intellectuelles. Alors, la cognition sociale, ce sont des éléments de connaissance, de conscience de soi et de l'autre qui nourrissent la cognition sociale. Ils en sont même les préalables indispensables. Qu'est-ce qu'on appelle cognition sociale? C'est la capacité à construire des représentations sur soi-même ou entre soi-même et les autres et à utiliser ces représentations de manière flexible pour ajuster et guider son propre comportement social. Donc on a des représentations sur soi, connaissance, qui aboutit à une conscience, et après donc on a des représentations sur les relations entre soi-même et les autres, et si on parle de cognition sociale, c'est parce qu'on va utiliser ces connaissances-là pour ajuster son comportement et ses conduites. Une conduite, c'est un comportement social. Le nouveau-né, il arrive au monde avec des capacités de distinction soi-environnement. Quand Michel, tout à l'heure, vous parlez donc de inné, ça veut dire en réalité, c'est pas l'inné acquis du débat, c'est l'interaction entre le génome et l'environnement in utero fait qu'il y a une structuration d'un certain nombre de réseaux neuronaux et donc fonctionnellement de compétences cognitives qui sont là à l'arrivée de l'enfant au grand jour. C'est-à-dire qu'à la naissance, l'enfant, il est doté d'un certain nombre de compétences cognitives dites précoces. Il dit innées parce qu'elles sont là à la naissance. C'est tout ce qu'il faut entendre par là. Mais il faut bien avoir conscience que c'est déjà l'interaction entre le génome et l'environnement in utero.
Donc, il arrive avec ses compétences précoces, et une des compétences précoces essentielles, avant le langage, c'est cette fameuse cognition sociale, plus exactement connaissance de soi. Il est très, très important de retenir cela parce que c'est en rupture radicale, on en parle de révolution au fond, hein, avec ce que un certain nombre d'écoles de pensée disaient au siècle dernier, et c'est pour certaines encore. C'est-à-dire que l'enfant, il ne naît pas psychotique, il naît parfaitement névrotique, si je puis dire, pour reprendre les mots. Il naît comme, il n'est pas une table rase, pour faire allusion au psychologue du développement, il naît avec des compétences cognitives précoces. Et c'est très important, cette distinction. Cette capacité de distinction soi-environnement, elle est là. On peut dire qu'elle fait partie de la boîte à outils, et on peut dire aussi qu'elle est, si vous voulez, dans l'évolution de l'espèce, elle est apparue à un moment où Homo sapiens, ou avant la lignée Homo, on va dire, est apparue. Hein. Il faut bien avoir conscience quand même que, éventuellement, chez les grands singes anthropoïdes, nos cousins, on a aussi cette distinction soi-environnement, ce qui est, du point de vue de l'adaptation de la survie de l'espèce, vous vous en doutez, très important. Dans le fond, ces compétences précoces, elles ont été sélectionnées par l'évolution des espèces. Elles sont phylogénétiquement, comme on dit, l'évolution des espèces, déterminées. Après, on a ce qui est ontogénétiquement, c'est-à-dire dans le développement de la personne elle-même. D'accord ? Donc, les boîtes à outils, elles sont là parce que l'évolution des espèces a fait qu'elles étaient nécessaires pour que les espèces survivent. D'accord ? Donc, boîte à outils cognitive présente dès la naissance. Conscience de soi est à la base de notre identité individuelle et de notre sentiment de continuité au cours du temps. La connaissance de soi est bien évident au départ qu'elle n'est pas conceptualisée, elle n'est pas abstraite. Il s'agit d'un soi perçu à partir des sensations, sensori-perceptifs. L'enfant perçoit son corps comme agissant, comme acteur. C'est extrêmement important. Ce nombre de données permettent de l'avancer. Michel les a développées. Comme un corps différencié, il se sait distinct du sein de sa mère, il est situé dans son environnement, c'est-à-dire que sur le plan spatial, il sait où il est. D'accord ? Donc, acteur, différencié, situé dans l'environnement. Et ça, on peut le montrer à travers différentes expériences. Et c'est à partir de ce sens de soi que l'enfant va développer une conception de soi par rapport à autrui. Il faut d'abord qu'il ait connaissance de soi pour ensuite se dire « je suis un être distinct », et ça c'est dès la naissance, mais j'insiste. Et à partir de là, il construit progressivement une conception de soi qui va aboutir à la conscience de soi. 5 étapes. Les 6 premières semaines, l'enfant a un sens de son corps comme entité différenciée, située et agissante dans son environnement. Dans le 2e mois, il y a émergence du sourire social. Vers 6 semaines, l'intersubjectivité et le dialogue social se mettent en place, se développent en lien avec les échanges en face à face. Entre 2 et 7 mois, il y a des attentes sociales qui apparaissent dans les rapports de réciprocité avec autrui. Et autour du 9e mois, quelque chose d'important se passe, c'est émergence de l'attention partagée avec autrui, la fameuse attention conjointe. C'est-à-dire que l'enfant va regarder ce que vous regardez. Donc on est dans les premiers échanges là, sans passer par la médiation du regard ou des attitudes. C'est le début d'échanges sociaux, pas seulement réciproques, mais en référence aux choses et aux événements. Et vers 18 mois, donc à peu près 1 an et demi, co-conscience de soi et des autres. Donc oui, c'est assez rapide, de la naissance jusqu'à 1 an et demi, ça y est, la conscience de soi et des autres est là. Le regard d'autrui est approprié et intégré au regard de l'enfant. C'est la phase donc de la pensée dite symbolique, avec des capacités de représentation. Ces capacités de représentation mentale étant aussi importantes que le langage dans le développement de l'ensemble des fonctions cognitives. Les précurseurs, on l'a vu, formation d'attente interactionnelle avec les proches. Le bébé de 6 mois devient capable d'attribuer à tout humain des propriétés d'être interactif et intentionnel dès 6 mois. L'imitation dès 9 semaines, regardez ça, c'est extraordinaire. L'imitation concourt à comprendre l'autre comme un être intentionnel. Il fait une image, il la refait, etc. Et donc cette capacité d'imitation aussi est importante dans le développement social.
À 5 mois, l'enfant réagit émotionnellement au fait d'être imité. C'est-à-dire que ça le fait bien rigoler et il va recommencer pour qu'on le réimite et bien rigoler encore. Vers 7 mois, l'attente de l'action de l'autre. Mais qu'est-ce qu'elle fait là, ça vient, oui. Vers 21 mois, l'enfant engage l'imitateur dans des jeux de fiction où il s'agit d'imiter et d'être imité, mais à l'absence de l'objet. On fait semblant de manger, on fait semblant de se coiffer, on fait semblant de tout ce que vous voulez, mais il n'y a pas l'objet. D'accord ? Et enfin, donc, parmi les précurseurs, je vous en parlais, l'attention conjointe entre 9 et 12 mois, partager l'intérêt pour l'objet ciblé, l'objet regardé. Vous avez compris qu'on était en train de parler aussi un petit peu de théorie de l'esprit, pour tous les parents, les familles et autres qui sont professionnels de santé, qui sont impliqués auprès d'enfants présentant des troubles envahissants de développement. Oui, il y a eu des théoriciens qui ont montré qu'effectivement, ces défauts de conditions sociales faisaient partie des conditions d'origine étiologique, on va dire, de l'émergence des troubles envahissants du développement. Vous avez vu tout à l'heure, Michel vous a présenté ce qu'on appelle des patrons de visage. Vous avez un qui avait 2 yeux à peu près bien placés et la bouche aussi, et puis l'autre chez qui c'était l'inverse. Et bien de façon tout à fait caractéristique et remarquable, si je puis dire, les enfants développant un autisme ne vont pas du tout s'intéresser au patron de la représentation du visage humain, ils vont plutôt aller regarder l'autre. Et un de leurs problèmes, effectivement, c'est dans la condition sociale précoce. Il y a bien d'autres problématiques cognitives qui se joignent à cela, mais ça en fait partie. Donc, 3-4 ans, théorie de l'esprit explicite et réfléchie. Et à 3 ans, les enfants parlent de ce que les gens pensent et savent, en ayant conscience qu'ils peuvent penser, savoir, aimer, vouloir, ressentir des choses différentes. Et il y a comme un saut là, entre 3 et 4-5 ans. À 5 ans, 4-5 ans, ils savent que les gens peuvent avoir de fausses croyances. C'est-à-dire qu'eux, ils ont une connaissance sur le monde, et ils se rendent compte qu'en présence de la même scène, mais qu'il va changer et que finalement l'adulte ne va pas voir le changement, il va se dire oui, mais l'adulte n'a pas vu le changement, donc il va penser comme avant, alors que moi je sais que. Donc c'est un petit peu ça, la théorie de l'esprit, c'est penser ce que l'autre pense, si vous voulez. Les troubles de la cognition sociale sont essentiellement donc sous la catégorie, sous la nosographie, donc des troubles envahissants du développement, qui comprennent donc les troubles autistiques d'Asperger, de Rett, de désintégratifs et non spécifiés, avec ce fameux trépied syndromique, trouble des interactions sociales, trouble de la communication, et puis donc présence, c'est important à repérer, de stéréotypies, de comportements répétitifs, ritualisés, etc. Donc, ce sont ces problèmes-là qui montrent qu'on est en présence, donc très précocement repérable, de problèmes qui risquent d'évoluer vers un trouble envahissant du développement.